Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, réflexion sur le pouvoir. C'est presque le titre de mon travail de CAS que j'ai fait à l'université de Fribourg en philosophie et management. Et je me suis dit que ce serait intéressant de vous en lire quelques extraits et surtout de vous les commenter. Bien sûr en passant la plupart du développement, le truc fait 25 pages, donc je vais me concentrer sur l'introduction et sur la conclusion en fait, et puis au milieu on va travailler la définition que j'ai essayé de donner du pouvoir dans les organisations, et puis en espérant que cette réflexion vous pourrez aussi la faire pour vous dans votre situation personnelle. Je commence la lecture avec l'introduction. Janvier 2013, mon chef m'appelle dans son bureau, les nouvelles ne sont pas bonnes. Sans vraiment me donner d'explication, il me retire le poste auquel il m'avait promu 9 mois auparavant et m'en donne un autre, que certains auraient qualifié de voie de garage, certes transformé en rampe de lancement pour mon activité actuelle, mais ça, c'est une autre histoire. Le choc passé, quelques éléments explicatifs sont apparus. Tout d'abord, né dans une famille modeste, de parents fils de régisseurs et filles de veuves, le pouvoir était systématiquement associé au mal, aux grands, aux autres. Le pouvoir était donc une mauvaise chose et il fallait s'en éloigner le plus vigoureusement possible. Machiavel était, comme pour beaucoup, le héros du mal incarné, héros H-E-R-A-U-L-T, et le héros des mauvaises gens, H-E-R-O-S. Ensuite, dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé jusqu'à ce choc fatal à ma carrière, j'ai toujours été protégé des arcanes de la politique managériale par mon responsable. Ce n'est que lors de ma promotion en mai 2012 que je suis entré dans cette arène. Je prends cette métaphore à dessein, et que j'en suis ressorti les pieds devant. Ave Caesar moriturit et salutant, Ave César ceux qui vont mourir te saluent, aurait pu s'appliquer à moi tant je n'étais pas préparé à ce qui s'y jouait. À mon entrée dans cet amphithéâtre de la politique organisationnelle, continuant avec la métaphore gladiatoriale, je n'ai pas prêté attention au jeu de pouvoir entre mes collègues et moi, entre eux, et surtout entre moi et mon responsable, membre de direction. Ces interactions étaient pour moi à prendre au premier degré, comme on me l'avait appris à la maison. La politique ne devait pas m'intéresser, elle ne m'intéresserait pas. Pourtant, quelque chose se jouait au seuil de ma conscience. Je voyais des regards, des gestes, des décisions qui m'échappaient, mais il me manquait un outil de compréhension pour y accéder. C'est pendant ma formation en développement organisationnel que j'ai été rendu attentif à l'impact personnel du consultant en gestion de changement et aux conséquences de son comportement sur le système dans lequel il évolue. Une évidence dans une approche systémique des organisations, mais une nouveauté complète pour moi. J'avais vécu jusqu'alors dans un monde dans lequel seul le logos existait, dictateur du discours qui ne laisse une place ni à l'éthos, ni au pathos. La rationalité cartésienne, dangereuse tentation en matière de relations humaines, m'avait séduit comme elle l'avait fait pour des millions d'homo rationalis avant moi. D'ailleurs, la plupart des théories économiques font encore l'hypothèse que l'humain fait des choix rationnels, malgré les travaux de Kahneman et Tversky ou de Amartya Sen. Pour paraphraser Spinoza, ni rire, ni pleurer, mais comprendre. Une fois l'émotion de l'échec passée, il était temps de commencer à analyser ce qui s'était passé, en commençant par une question fondamentale pour moi. Qu'est-ce que le pouvoir ? Fin de citation. Voilà, donc l'introduction au papier que vous voyez comme étant une réflexion autobiographique, avec donc le récit de ma dernière expérience et de mes difficultés à comprendre ce qui se jouait, ce qui s'était joué, avec un manque d'outils, un manque de concepts, un manque de compréhension de ce qui s'était vraiment passé. Alors, après je fais un long développement pour arriver à une définition du pouvoir, et donc je vais vous la lire. Alors elle est un peu alambiquée parce que il faut dire les choses de la manière la plus succincte possible, donc ça suppose des fois un petit peu des difficultés de langage, mais on va préciser chacune de ces notions importantes. Définition du pouvoir. Le pouvoir est la capacité latente croisée d'entités à influer dans le temps sur leurs choix respectifs. Capacité proportionnelle à la qualité des relations entre ces entités dans une situation donnée. Ça, c'est la définition.
Le pouvoir est la capacité latente croisée d'entités à influer dans le temps sur leurs choix respectifs proportionnels à la qualité des relations entre ces entités dans une situation donnée. Cette définition, construite au travers de réflexions lexicales et de propositions de modèles, permet une démystification et une opérationnalisation de la notion de pouvoir qui rendent ces mécanismes de constitution disponibles à toutes les personnes ouvertes à dépasser les préjugés ancrés dans une définition classique du pouvoir, uniquement vue comme un rapport de force entre dominant et dominé. Alors, on va le creuser un peu, si vous êtes d'accord. Alors, première chose, le pouvoir est la capacité latente. Là, c'est quelque chose qui est déjà apparent dans le dictionnaire. Si vous regardez dans le dictionnaire ce que vous trouvez sous pouvoir, dans pouvoir, il y a cette idée de potentiel, il y a cette idée de quelque chose que je peux faire. Donc le pouvoir est une capacité latente. Ça veut dire que vous ne devez pas forcément activer votre pouvoir pour avoir du pouvoir. Et ça, vous le savez très bien. Quand votre chef, que tout le monde respecte par exemple, entre dans la salle de réunion dans laquelle tout le monde est en train de discuter, au bout d'un moment, le silence va se faire. Parce que on respecte, entre guillemets, son pouvoir, on respecte son autorité. Alors, il y a une différence entre pouvoir et autorité, on y viendra peut-être. Et donc, voilà, le silence se fait. Il n'a rien dit, il n'a rien fait, il est apparu. D'accord ? Il n'a pas activé, il n'a pas fait quelque chose de conscient pour établir son pouvoir. S'il avait dit silence d'une grosse voix, bon, il aurait peut-être obtenu le résultat, mais il l'aurait obtenu pas forcément de la meilleure manière. Donc, le pouvoir est une capacité latente. Donc, on peut aussi penser, si on veut prendre une image, au barrage. Je vais accumuler du pouvoir, on va voir comment, pour pouvoir activer à un moment donné. C'est une notion qui est importante. C'est pas parce que vous démarrez dans une nouvelle entreprise et vous avez le collègue là, il dit pas grand chose, il n'a pas l'air de faire grand chose en réunion, bon, son département tourne bien, mais il vous semble pas particulièrement puissant, détrompez-vous. Peut-être qu'il a un potentiel, une capacité latente qui est extrêmement importante. Donc le pouvoir est une capacité latente. Capacité latente croisée, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que le pouvoir est toujours dans une relation entre deux entités. Alors je dis entité, pourquoi ? Parce que la définition s'applique aussi bien aux individus qu'aux groupes, qu'aux entités, qu'aux pays, qu'aux organisations, qu'aux entreprises. On peut avoir des relations de pouvoir entre une personne et une organisation, entre deux organisations, entre deux pays. On le sait très bien avec tous les conflits qu'on a aujourd'hui. Donc, le pouvoir est une capacité latente, donc, croisée dans la relation d'entités. Alors, en quoi consiste le pouvoir ? Influer dans le temps sur le choix des autres. J'ai du pouvoir sur quelqu'un, ou avec quelqu'un, et surtout sur quelqu'un, si je peux influer, restreindre ou augmenter le choix des autres personnes. Si par exemple, j'offre une possibilité inexistante jusque-là à quelqu'un, j'ai du pouvoir sur lui. Si je restreins un choix sur cette personne, j'ai du pouvoir sur elle. Par exemple, en tant que parent, si on interdit quelque chose à notre enfant en lui disant « t'as pas 4 choix, mais finalement t'en as 2 », est-ce que tu veux te laver les dents maintenant ou à 8h30 ? Un truc de parent, ça, entre parenthèses. Plutôt que de dire est-ce que tu veux te laver les dents ou pas, ce qu'on pose évidemment jamais comme question. On peut dire est-ce que tu veux te laver les dents à 8h30 ou tout de suite. C'est un peu de la manipulation, on est d'accord. Donc, influer dans le temps sur le choix des autres. C'est-à-dire si j'arrive à influer sur le choix des personnes, alors j'ai du pouvoir sur elles. Notez que j'ai dit influer dans le temps. Donc le pouvoir est une notion dynamique. Et ça, on le sait très bien, il y a plein d'exemples. Prenez Narcos, par exemple, la fameuse série télévisée. Vous avez quelqu'un qui entre au Parlement, donc Escobar, qui veut faire de la politique, qui veut changer son pays. Il a des visions grandioses. Il a une organisation, la police en a peur. Eh bien, il finit sa vie chassé comme un chien sur les toits de Medellín, abattu par la police, tout seul. Donc, dans le temps, le pouvoir, la notion de temps est essentielle dans le pouvoir. C'est que quelqu'un qui a le pouvoir au temps T n'a pas seulement pouvoir dans le temps T+1, on dirait, dans une
une durée. Donc, comme c'est un potentiel, c'est pour ça que le barrage est intéressant comme idée, parce que vous voyez, vous pouvez remplir votre barrage peu à peu. Hein. C'est pas parce qu'il ne se passe rien que vous n'avez pas de pouvoir, ou parce qu'il se passe quelque chose que la personne a beaucoup de pouvoir. Le pouvoir est quelque chose qui est une notion qui évolue dans le temps. Alors, pourquoi est-ce que je parle de démystification ? Parce que le pouvoir, ça semble pour les gens comme moi, quoi, hein, les gens normalement constitués, voilà, qui ont été à l'école, comme tout le monde, qui n'ont pas forcément des parents politiciens ou des gens qui sont dans des domaines dans lesquels le pouvoir compte beaucoup. Pour moi, le pouvoir, c'était un peu magique, quoi. C'était un peu les mauvaises gens, c'était les grandes personnes, entre guillemets, avec un G majuscule et un P majuscule, justement, les politiciens, les gens comme ça, qui étaient souvent, du coup, de mauvaises personnes parce qu'ils avaient du pouvoir. Donc, il y avait cette espèce de mystification, de mythe de la personne ayant du pouvoir. Et je pense que la définition que je donne, que je propose, capacité latente croisée de personnes ou d'entités à influer dans le temps sur leurs choix respectifs, elle s'ouvre à tout le monde. Tout le monde peut, entre guillemets, avoir du pouvoir. On me dira, mais c'est pas une bonne chose d'avoir du pouvoir. En fait, si. Mais ça, c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans la conclusion du travail que je tire. Donc, démystification du pouvoir, mais aussi opérationnalisation. Pourquoi ? Parce que, concrètement, développer son pouvoir, ça veut simplement dire développer des relations de qualité. C'est tout. Donc, encore une fois, c'est disponible à tout le monde. Alors, il y a plusieurs manières de développer des relations. On peut les développer par la peur, on peut les développer par la confiance. Moi, je parle de relations de qualité, donc j'aurais tendance à privilégier les relations de qualité basées sur la confiance, sur la relation de communication, etc. Mais il faut bien avouer que quand on regarde autour de nous aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui établissent des relations de qualité, beaucoup de pays, de dirigeants qui établissent des relations de qualité qui sont pas basées sur la confiance. Donc ça, il faut le savoir, il faut être conscient. Ça veut pas dire qu'il faut faire pareil, ça veut dire qu'il faut être conscient que c'est un moyen d'établir des relations comme un autre finalement. Et enfin, je dis donc que ce pouvoir est maintenant il a toujours été, mais est disponible à toute personne ouverte à dépasser les préjugés ancrés dans une définition classique du pouvoir uniquement vu comme un rapport de force entre dominant et dominé. Beaucoup de littérature, y compris de littérature philosophique, s'occupe du pouvoir comme du rapport de force parce que il y a cette idée que l'individu abandonne une partie de son pouvoir à l'État. C'est discuté par Hobbes, c'est discuté par Max Weber, par Rousseau aussi d'une certaine manière. Donc, en tant qu'individu, on abandonne son pouvoir et on le donne à l'État pour qu'il puisse organiser la vie en commun. Et en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que ça peut être vrai. Il y a Hannah Arendt qui fait d'ailleurs une très très belle critique de cette définition-là. Et l'idée, c'est que ça, c'est un préjugé que le pouvoir ne s'exprime que dans un rapport de force. Et moi, ce que je propose, c'est plutôt que le pouvoir s'exprime comme un rapport. Il peut ne pas être un rapport de force, il peut être un rapport positif. Notez que dans la définition, nulle part est indiqué quelque chose de négatif. Le pouvoir est la capacité latente croisée d'entités à influer dans le temps sur les choix respectifs. C'est pas forcément négatif, ça peut être positif, on peut influer de manière positive, on peut avoir du pouvoir positif avec les gens même, plutôt que sur les gens. Intéressant, moi j'ai beaucoup aimé faire ce travail parce que j'ai découvert un tas de choses et j'ai découvert que le pouvoir est un outil qui est neutre en tant que tel, et c'est dans l'application de l'outil, qu'on appelle d'ailleurs faire de la politique, ou la politique c'est l'application du pouvoir, c'est l'exercice de l'application du pouvoir, et j'ai découvert que c'est vraiment un outil neutre et qu'il peut être utilisé par tout le monde, et à de bonnes fins, entre guillemets. Alors, ma conclusion. La définition du pouvoir que je propose, ainsi que son application dans le cadre des organisations, est résolument sociologique et néglige complètement les aspects psychologiques en jeu. La personne comme sujet et donc comme objet philosophique est une idée récente que certains attribuent à Descartes dans son discours de la méthode et d'autres à Montaigne dans ses essais. Peu importe, cette percée conceptuelle, dans un monde précédemment organisé en grandes structures symboliques et impersonnelles, Dieu, le roi, le père, la nation, l'histoire, a introduit la nécessité d'un équilibre ou tout du moins d'un chemin entre ces idées de tout dans le groupe, ces idées de grandes structures, et une nouvelle réalité individuelle. Commentaire de ma part, on avait avant des grandes structures qui géraient la vie des gens, et maintenant on propose que l'individu puisse gérer la vie des gens. Alors comment ça marche, cette interaction entre les deux ?
Je cite, « Le mariage était une institution symbolique chargée de cimenter la famille comme unité économique fondamentale de la société qui ne prenait pas en compte les aspirations individuelles. Bon nombre de récits tout aussi symboliques racontent d'ailleurs la lutte des individus contre la dictature de la tradition. Aujourd'hui, il n'est pas rare de rencontrer des personnes qui viennent de célébrer leur 3e mariage. La nécessité d'une stabilité sociale ou économique cède devant l'individu. Le journal était une institution qui permettait à une communauté d'avoir les mêmes faits à débattre. Si ceux-ci ne donnaient pas forcément une représentation fidèle de la réalité, celle-ci, bien qu'imparfaite, avait au moins le mérite d'exister. Aujourd'hui, les fils d'actualité, les éléments présentés par les réseaux sociaux et les contenus proposés par les plateformes de streaming sont personnalisés. La réalité de l'un est déconnectée de la réalité de l'autre. La description de poste correspondant à un emploi salarié était une institution chargée de rassembler administrativement des personnes différentes pour le bien de l'organisation qui les employait. Mêmes exigences, mêmes compétences, même salaire. Aujourd'hui, certaines firmes passent à la description de poste individualisée pour mieux prendre en compte les besoins et aspirations des employés. Je ne suis ni conservateur, ni réactionnaire. Ces 3 exemples montrent simplement la difficulté de considérer l'individu au-delà de son existence comme élément d'un système plus vaste que lui. Le problème de l'individualisme en tant que paradigme explicatif du pouvoir est, comme j'espère l'avoir montré, qu'il ne permet pas de rendre compte des situations réelles vécues par les personnes et les organisations. Pire, il rend l'exercice du pouvoir l'apanage exclusif d'une élite. Ce qui est paradoxal, c'est que cette capacité latente à se mettre en état d'activer des moyens d'agir, est-ce que c'est pas une manière un peu alambiquée de décrire une capacité fondamentale de tout être vivant, c'est-à-dire modifier son environnement pour assurer sa survie? Cette force presque magique, difficile à saisir, qui nous pousse à établir des relations aux objets, aux individus, aux organisations, n'est-ce pas cette volonté vers la puissance que nous mentionnions au début de ce texte, qui pourrait s'apparenter à cette capacité latente, qui ne demande qu'à exister? Le réseau de relations qui sert de support au pouvoir est un facteur de stabilité parce qu'il réduit l'incertitude essentielle de la vie, incertitude que nous devons accepter. Sans ce réseau, chaque interaction serait une nouvelle aventure consommatrice d'énergie, un système très mal optimisé. Finalement, si le pouvoir est partout, n'est-ce pas parce que cette force est partout et disponible pour tous? Le paradoxe n'est peut-être qu'illusion. Le fait est que l'humain vit en groupe. L'individu est une des entités qui vit dans l'espace des relations, mais il n'est pas le seul. D'autres sont présents, comme les familles ou les objets. Ainsi, la volonté vers la puissance, le potentiel d'activation, personnel et individuel, ne peut s'exprimer que dans un espace des relations qui dépendent des entités présentes dans le système de l'individu. Le groupe contraint donc essentiellement l'individu, pas uniquement de manière phénoménologique. Le pouvoir est un phénomène de groupe, même s'il est une capacité individuelle. Le pouvoir ne doit pas être vu comme une propriété ou un objet individuel. Le faire mène à la haine des gens de pouvoir et des politiciens et des politiciennes, donc au désintérêt pour la chose publique. Le faire mène à une classe de personnes qui posséderaient un pouvoir par héritage, donc à la séparation de notre société en classes. Le faire mène à considérer l'aptitude humaine à la relation et au choix comme moins utile que celle qui consisterait à se soumettre au don transcendantal d'un objet magique. Ça, c'était ma conclusion. Le pouvoir pour tout le monde, disponible pour tout le monde, parce que, comme une espèce de réalité naturelle qui est présente en chacun et chacune de nous. Postface. Refuser pour des questions de moralité personnelle, finalement peu réfléchies, de reconnaître les jeux de pouvoir de l'organisation à laquelle j'appartenais, m'a coûté mon dernier poste de cadre en entreprise. 11 ans plus tard, j'ai trouvé des pistes de réflexion pour comprendre ce qu'est le pouvoir, comment il est constitué, renforcé ou affaibli, libéré. Ce chemin parcouru me fait prendre conscience de l'importance de l'immanence comme paradigme potentiellement explicatif de mon comportement. Ce qui est plutôt que ce qui devrait être. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. À la semaine prochaine. Ciao.